Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines des femmes libanaises au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Lena Jobran, fondatrice de l'association Kun Hadi. Lena, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, merci de m'accueillir chez vous. On va commencer un peu par une info triste. En 2006, vous perdez votre fils Hadi dans un tragique accident de voiture et suite à cela, vous lancez l'association Kun Hadi. Exactement. Ma première question est, qu'est-ce qui s'est passé déjà ce soir-là? Nous étions ensemble avec Hadi dans la même boîte de nuit. C'était la veille de Pâques. Nous avons quitté avant lui et en chemin, je l'ai appelé, je lui ai dit « Hadi, ne tarde pas, demain le déjeuner sera chez nous et tu dois être bien réveillé. » Il m'a dit « Oui, oui, t'inquiète. » Donc j'ai été à la maison. Hadi, dans notre immeuble, avait un petit appartement et souvent, il venait avec ses amis. Il m'envoyait un message comme quoi « Maman, je dors en bas, ne t'inquiète pas. » C'était pour me rassurer parce qu'en tant que parent, si toi aussi, Lynn, tu es une maman et tu sais c'est quoi, et peut-être tes enfants n'ont pas encore commencé à sortir, donc je ne m'endormais pas avant que mon fils n'arrive chez lui. Surtout avec les routes au Liban. Surtout avec les routes, la situation du pays. Donc, voilà. Donc, il m'a envoyé un message pour me dire « Maman, je suis en bas, je m'endormais. » Ce soir-là, Hadi, avant de monter en voiture, pour ne pas qu'il oublie plus tard de m'envoyer ce message et qu'il m'inquiète, il m'envoie un message me disant « Maman, je dors en bas. » Donc, je reçois ce message et je me suis dit, mon fils est rentré sain et sauf et je me suis endormie. Le lendemain matin, c'était dimanche de Pâques, j'ai envoyé des messages et vers 9 h du matin, le téléphone de la maison sonne, c'est mon mari qui répond. Tout ce qu'on lui dit, c'est que Hadi et son ami Bruno ont fait un accident de voiture. Il court vers moi en me disant, Lina, lève-toi, lève-toi. Hadi a fait un accident. Donc, la première chose que je lui dis, c'est pas vrai, c'est pas Hadi, ils se sont trompés. J'ai un message de Hadi me disant qu'il est en bas. Il me dit, Lena, moi aussi, j'ai reçu ce message. S'il te plaît, lève-toi, Hadi a fait un accident de la route. J'ai pas cru. J'ai envoyé la fille qui travaillait chez nous. Je lui ai dit, descends, réveille Hadi, dis-lui de monter. Elle descend, elle remonte, elle me dit, il n'y a personne. Donc, à ce moment-là, je réalise que peut-être c'est vrai ce qu'ils ont dit. 20 minutes, on essayait de voir où est-ce qu'on devait chercher Hadi. On l'appelait sur son téléphone. Personne ne répondait. 20 minutes après, le téléphone de la maison sonne une seconde fois. C'est moi qui réponds. Tout ce qu'on me dit, Hadi est dans quel hôpital il fait. Donc, j'appelle l'hôpital, les urgences et je leur dis, vous avez reçu un jeune homme qui s'appelait Hadi. La première question qu'ils m'ont posée, vous êtes qui par rapport à Hadi? Dès qu'ils ont su que j'étais sa maman, bien sûr, ils ne m'ont pas dit que Hadi est décédé, ils m'ont dit que Hadi est gravement blessé. S'il vous plaît, venez maintenant. Donc, on arrive à l'hôpital et la première chose, dès qu'on voit le médecin, mon mari lui demande dans quelle chambre vous l'avez mis. Nous autres croyant qu'on allait visiter Hadi, le médecin s'est tué, mon mari lui dit il est mort. Donc, à ce moment-là, ils nous font rentrer dans une chambre à part pour qu'on fasse notre crise là-bas. Et voilà, c'est comme ça qu'on a reçu la mauvaise nouvelle du décès de notre fils. C'était un choc, je dis souvent, c'est contre la règle de la nature, parce que d'habitude, ce sont les enfants qui enterrent les parents et non les parents qui enterrent leurs enfants. Donc, c'était un choc pas seulement pour moi, pour ses deux sœurs, bien sûr, et pour toute la famille la plus proche. Mais Hadi, comme il était fils unique, il avait un groupe d'amis. Il a deux sœurs et lui, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est un garçon unique. Mais Hadi avait une clique de copains, il s'appelait Khaye, mon frère. Donc, il y avait un ami à Hadi qui n'arrivait pas à réaliser ou bien avoir la vérité telle qu'elle, que Hadi c'est fini, Hadi est parti, Hadi ne reviendra plus. Durant
les 40 jours. Cet ami-là a eu l'idée pourquoi ne pas faire de l'accident de Hadi un témoignage pour d'autres jeunes et créer une association pour sensibiliser les jeunes pour ne pas qu'ils trouvent la mort sur nos routes comme Hadi. Il a fait tout ça en coopération avec mon mari. Ils m'ont fait signer des papiers. Moi, je ne savais pas ce que je signais. Et au 40e de Hadi, il nous annonce la création de cette association. Et vite, vite, mon mari et moi, nous avons pris en charge cette association. Et c'est devenu une association légale le 11-10-2006. Hadi nous a quittés le 16-4-2006. Directo, nous avons commencé, mais il y a eu la guerre israélienne sur le Liban l'été 2006. On a dû retarder et Kun Hadi est devenue une association légale pour la sécurité routière le 10-11-2006. Voilà. Aujourd'hui, on voit les campagnes que Kun Hadi est en train de faire pour sensibiliser les jeunes Au danger de la au route. danger de la route. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ce sont des campagnes, mais aussi des ateliers, il y a des conférences. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous faites exactement pour sensibiliser? On sait que les chiffres sont dramatiques. Exactement. Nous perdons chaque année plus que 800 jeunes entre l'âge de 15 et 29 ans. C'est la première cause de décès des jeunes au Liban. Au monde, c'est la deuxième cause de décès. Nous perdons dans le monde 1 350 000 personnes par année et entre 20 et 50 millions de blessés, la moitié des paralysies. Donc, au Liban, bien sûr, la sensibilisation n'existait pas. Nous avons fait des recherches et nous avons trouvé que l'éducation était une nécessité et surtout la sensibilisation comme toute chose, que ce soit au point de vue santé. Donc, nous avons décidé que Kun Hadi sera une association pour la sensibilisation. Comment arriver aux jeunes? À travers les écoles, les universités. Donc, on a commencé à faire des conférences de sécurité routière dans toutes les écoles, dans la plus grande partie des écoles libanaises, et gratuitement pour sensibiliser autant que possible nos jeunes. Donc, nous avons commencé par les tranches d'âge 15 et plus, puis nous avons trouvé qu'il y avait un manque pour les plus jeunes et actuellement, c'est des conférences. Nous avons 3 genres de conférences dans les écoles, les universités pour les 6-10, 11-13 et au-dessus de 14 ans et nous faisons même pour les compagnies. Mais c'est autre chose, c'est beaucoup plus poussé. Et OK, on s'est dit on peut arriver aux jeunes à travers les conférences dans les écoles, mais il y a quand même des personnes auxquelles nous devons faire transmettre ce message. On s'est dit ça peut être à travers les panneaux publicitaires. Et c'est comme ça que nous avons créé des campagnes de sensibilisation qui étaient sur les panneaux routiers. Mais ce qui était innovatif, si vous voulez, c'est que ces campagnes-là, nous avons parlé le langage des jeunes. Donc, ce n'était pas le langage « il faut, ne faisez pas ça, faites ci, faites ça ». Donc, c'est pour ça que les jeunes ont beaucoup accepté nos campagnes. Puis ensuite, on a amené des simulateurs. Donc, on s'est dit « OK, théorie, il faut qu'ils pratiquent un peu et qu'ils voient ». Nous avons amené, et nous étions des pionniers au Moyen-Orient, une voiture qui s'appelle Seatbelt Convincer. C'est une voiture pour convaincre les jeunes de l'importance de la ceinture de sécurité. Où est-ce que vous la mettez, la voiture? OK. On tourne dans les écoles, on la prend avec nous et pour que les jeunes essayent. C'est une voiture qui est en longueur. Il y a un siège. Le jeune se met sur le siège, il met sa ceinture, puis il y a une manivelle et le siège descend et fait un choc comme si c'était un accident à une vitesse de 15 km par heure. Donc, il voit comme bien le choc. Seulement 15 km. Exact. Combien cette vitesse est minime par rapport à ce que les jeunes, à la vitesse à laquelle les jeunes roulent et combien la ceinture l'a maintenue en place. Et voilà. Et en plus, nous avons créé des soirées au Liban. Je parle en 2006 et toutes les années, les forces de sécurité intérieure n'arrêtent personne pour faire des alcotests et voir le taux d'alcool dans le sang. Et malheureusement, c'est la deuxième cause des accidents de la route chez nous, c'est l'alcool au volant. Nous avons créé une idée qui était vraiment pionnière et nous avons reçu un trophée de l'Angleterre. L'idée, c'est qu'on a fait une soirée qui s'appelait Taxi Night.
Taxi Night, c'est une soirée où les jeunes achètent leur billet, inclus dans le prix du billet, 2 taxis aller et retour chez eux est gratuit, inclus dans le prix du billet. C'est pour apprendre à nos jeunes que quand vous sortez, veillez, surtout des soirées arrosées, ne conduisez pas vos voitures, prenez un taxi pour venir à votre soirée et surtout pour rentrer sain et sauf. Au début, c'était un challenge parce que je ne sais pas si ceux qui nous regardent connaissent la mentalité libanaise. Chez nous, les jeunes, dès l'âge de 18 ans, le plus beau cadeau, c'est que papa nous achète la plus belle voiture. C'est vrai. Et c'était un challenge parce que tout le monde nous disait vous n'allez pas pouvoir convaincre les jeunes, surtout ceux qui ont la plus belle voiture, de la garder à la maison et d'aller en taxi et de rentrer en taxi. C'était très difficile au début, je l'avoue, mais avec les années, on a pu changer cette mentalité. Et actuellement, beaucoup de jeunes vont veiller en taxi et rentrent en taxi. Et à part ça, même notre gouvernement, le ministre de l'Intérieur, la veille du Nouvel An, font des barrages pour arrêter les personnes, ils font des alcotests pour arrêter les personnes qui ont pris beaucoup d'alcool. Et au lieu de leur faire un ticket ou bien de retirer des points, ils leur commandent un taxi. Donc, on a pu... Aux frais de l'État. Aux frais de l'État, ça c'était dans le bon vieux temps. Oui. Pas maintenant. Oui, Pas parce que maintenant, je doute que... Exact. Alors, ils ne font presque rien. Donc, voilà, c'est comme ça. Et nous faisons aussi, nous impliquons les mamans. On fait un brunch pour la fête des mères pour leur dire aux mamans, vous êtes les premiers responsables de vos enfants. OK, Kunhadi fait ce qu'elle a à faire, le gouvernement, mais vous avez un rôle à jouer, vous autres. Exigez à vos enfants de prendre un taxi, surtout quand ils partent veiller. Nous avons même travaillé sur l'amélioration de l'état des routes. Nous avons installé des réflecteurs sur 3 autoroutes. Nous avons fait des passages piétons. Nous avons fait des campagnes hyper sympathiques. Nous avons amené une troupe de cirque. Et au feu rouge, avant les lignes zébrées, on obligeait les voitures de s'arrêter et ces jeunes faisaient leur show sur les lignes zébrées pour apprendre aux voitures que vous deviez vous arrêter avant le passage, pas sur les lignes zébrées des piétons. Donc, c'était toujours des idées qui vont avec la mentalité et qui vont avec les jeunes. Voilà, 17 ans de travail, 17 ans très difficiles, surtout ces 3-4 dernières années. Mais vous continuez. Mais bien sûr, je vais vous dire ce que nous avons fait. Nous avons lancé il y a quelques semaines, nous avons amené une voiture qui tourne sur le toit. Donc, quand on fait quelquefois des excès de vitesse, on a des excès de vitesse, on fait un accident, la voiture tourne sur le toit. Et beaucoup ne savent pas comment sortir de la voiture. Nous avons amené une voiture de Hollande. C'est un simulateur que nous allons prendre aussi dans les écoles, les universités. Et actuellement, nous avons participé au Motor Show, donc là où il y a une exposition de voitures, où tout le monde pouvait essayer cette voiture. Pas seulement pour l'essayer, pour vivre l'expérience, mais aussi pour leur apprendre comment faire pour sortir, surtout les enfants, comment retirer la ceinture. Et cette voiture n'existe pas au Moyen-Orient. Nous sommes les premiers à l'avoir ici au Liban. Et je vais vous dire, depuis qu'on l'a lancée, nous avons eu beaucoup d'appels des pays arabes et qui ont demandé à Kunhadi de prendre ces simulateurs et de faire cette expérience ou bien ces tests chez eux. Parce que le problème aussi se trouve chez eux. Mais chez nous... Et surtout, les Libanais sont toujours pionniers malgré tout. Oui, malgré tout. Malgré tout. Et pour revenir un peu à ce que vous faites actuellement et ce que l'État fait. Aujourd'hui, à part... Excusez-moi, l'État ne fait rien, malheureusement. Mais voilà, c'est pour ça. L'État ne fait rien. Voilà, exactement. Ma question, c'est combien vous imputez à l'État la responsabilité de l'état des routes par rapport au taux d'accidents qu'il y a aujourd'hui? Bien sûr, il y a une grande... je vais vous dire que nos routes sont responsables d'un grand nombre d'accidents et souvent des accidents mortels. Mais je vais vous dire une chose, nous savons tous le mauvais état de nos routes et quand même nous roulons à grande vitesse. Donc, bien sûr, il y a la responsabilité des ministères des Travaux publics, le ministère de l'Intérieur. Donc,
plus personne ne fait quoi que ce soit depuis la crise économique et la crise monétaire et surtout depuis Corona. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'ONG, nous autres, nous essayons de travailler sur l'amélioration des états de la route, mais c'est un grand budget et malheureusement, il n'y a pas de fonds pour ça. Le monde entier est actuellement occupé juste à envoyer aux Libanais de quoi manger et de quoi s'abriter et puis de quoi se couvrir. Maintenant, ils n'en voient plus rien. Voilà. Maintenant, ils n'en voient Mais plus la rien. sécurité routière n'est pas au premier rang des occupations ni du gouvernement libanais, ni des pays qui envoient des aides au Liban. Donc, nous travaillons seuls et c'est très difficile parce que c'est juste une seule main. Donc, on a besoin de sensibilisation, c'est vrai, mais aussi, il faut appliquer les lois et arrêter les personnes qui ne veulent pas être sensibilisées, qui ne veulent pas comprendre les dangers de l'excès de vitesse et d'alcool au volant. Donc, il y a un grand rôle au gouvernement à jouer là-dedans. Pour revenir à vous, Léna, combien c'est difficile? Est-ce que vous sentez que ça refait vivre Hadi? Oui, d'un côté, ça refait vivre Hadi et moi je dis toujours que Hadi, c'est mon petit-fils. C'est ce que Hadi nous a laissé, c'est mon petit-fils. C'est difficile. Ça a deux objectifs. Un qui me rassure et quelque part qui est une thérapie pour moi, comme quoi Hadi n'a pas été oublié. Tout le monde parle de Hadi, tout le monde actuellement connaît Hadi. Et voilà, je suis présente avec vous maintenant. Grâce à votre plateforme, beaucoup de personnes connaîtront et l'histoire de Kun Hadi et l'histoire de Hadi. Mais d'un autre côté, surtout durant les conférences, moi je fais toujours passer un petit vidéo sur Hadi de 6 à 7 minutes depuis qu'il est né jusqu'à la dernière photo. On a vu les photos derrière vous. Exactement, avant son accident, quelques heures avant, je dansais avec mon fils et je donne toujours mon témoignage. Alors là, c'est comme une blessure qui s'ouvre 2 à 3 fois par semaine et c'est une blessure qui ne va jamais se cicatriser. Donc voilà, ça c'est l'autre versant du côté de Kun Hadi. Donc après les conférences, quand je rentre chez moi à la maison, j'ai besoin au moins d'1 heure de ne rien entendre, de parler à personne, de me retrouver seule. C'est très difficile. On dit qu'avec le temps, ça se calme. Au contraire, avec le temps, ça devient beaucoup plus difficile parce que il y a l'absence qui nous manque. Il y a beaucoup d'occasions qui passent et direct dans la tête, on se dit si Hadi était là. On a assisté au mariage de beaucoup des amis de Hadi. Donc, on pense à lui. Normalement, voilà, on se dit Hadi aurait dû maintenant se marier. Peut-être que Hadi aurait eu des enfants. Donc, c'est quelque chose qui vit avec toi toute la vie et c'est pas quelque chose de facile à supporter. Mais je me dis toujours que Hadi est dans une place meilleure. Donc, c'est ce qui me calme. De toute façon, de là où il est, il voit comment vous avez transformé une tragédie en quelque chose d'intemporel qui sert et qui sert à d'autres parents. Vous faites ça afin qu'ils évitent de passer par cette expérience très difficile et qui détruit aussi. Parce que écouter les histoires, c'est quelque chose et passer par cette chose, c'est une autre paire de manches. C'est tout à fait autre chose. En tant qu'humains, nous autres, nous croyons que toujours les mauvaises choses, ça arrive aux autres. Ça ne m'arrivera jamais. J'étais parmi ces personnes-là jusqu'au jour où j'ai perdu mon fils. Donc, nous sommes tous dans cette vie cibles à des tragédies. Ce qui est important, c'est que la tragédie doit nous pousser à aller vers l'avant, de ne pas s'attarder sur la tragédie, parce que s'attarder, ça gâchera et la vie de la personne elle-même qui souffre et la vie de la famille. Moi, je dis grâce à Dieu que ma famille a été vraiment très unie. On s'est supporté. Mon mari m'a supporté, j'ai supporté mon mari et ensemble, nous avons aussi pu relever nos filles. Et actuellement, j'ai une de mes filles qui est mariée et qui m'a rendue grand-mère. Très beau message de fin. Donc, on lance un appel à toutes les personnes qui nous regardent. Ne buvez pas avant de prendre le volant. Vous voulez boire? OK, parce qu'on sait que... Modérément. Déjà, parce buvez que ça a modérément. des effets nocifs et pour les quelque part. personnes, bien sûr, et pour toutes les personnes qui boivent,
Ne conduisez pas votre voiture, Exactement. utilisez un taxi et aussi surtout l'excès de vitesse, c'est la première cause de décès. Au Liban, c'est l'excès de vitesse, l'alcool au volant, les deux premières causes des accidents mortels. Donc c'est un appel à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Ne buvez pas, buvez modérément si vous sentez que vous voulez absolument le faire. Ne prenez pas le volant après avoir bu. C'est ça le message le plus important, le message de toutes vos campagnes. Tout à fait. Je vous remercie. Merci Je vous remercie d'avoir été avec nous, de ce témoignage très émouvant. Un plaisir, merci beaucoup. Et j'aimerais juste ajouter une Bien petite sûr. chose, c'est que les simulateurs que nous avons, ils sont à la disposition de ceux qui veulent. Et puis, ça Comment on sera fait? On gratuitement. contacte, on envoie un contacte message Kunhadi, exactement. Il y a Insta, c'est kunhadi.lebanon. Il y a notre page sur Facebook, kunhadi.org, ORG. Donc, ils envoient un message. Ils ont aussi les numéros de téléphone. Ils n'ont qu'à nous appeler. Et puis, on verra comment on prendra ces simulateurs. Pour tous les parents qui désirent... Parents, municipalités, universités, écoles, scouts, guides. Donc là où il y a un rassemblement de jeunes, nous sommes prêts à y aller et, pour que les jeunes expérimentent ces simulateurs. Merci beaucoup. Un témoignage très émouvant aujourd'hui dans Une femme, une histoire avec Lena Jobran, fondatrice de l'association Konhadi. Un message, je vous le rappelle, ne buvez pas avant de prendre le volant. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 19h sur Ici Beyrouth dans l'attente. Suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.